Salut à tous et bienvenue sur Iggy TV. On est reparti sur une nouvelle année, donc j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, que vous êtes remis, que vous avez bien digéré tout le foie gras, tout ça. Et comme on est reparti sur les nouvelles sorties, on va commencer avec le nouveau codex Démons du Chaos. Donc la couverture on la connaît, hein, ça c'est une couverture qui existait déjà, de toute façon il n'y aura pas de nouveauté, hein, hormis si on part vraiment sur un nouveau codex. Par contre c'est bien sûr sur tout l'intérieur, ce qui va être intéressant. Donc codex démon, on pourrait qualifier ça de 4 petits codex, 4 codex démons qui sont ensemble, donc bien sûr avec les 4 dieux du chaos. Alors 136 pages, donc l'introduction vous dit que bien sûr ça peut être sympa de jouer soit multi-déité, c'est-à-dire un petit peu de tous les dieux, ou alors simplement consacrer votre armée à un seul des dieux du chaos. Donc l'illustration, une nouvelle illustration donc, qui représente en fait la chute de Cadia, et où on met en avant en fait un nouveau personnage. Alors je sais pas s'il était apparu avant ce codex, mais moi en tout cas je l'avais pas vu avant, comme il n'y avait pas non plus de figurines, je pense pas qu'on en ait parlé quelque part, alors peut-être dans des romans, dites-moi si vous savez, mais on va le voir un petit peu plus en détail. Alors, les dieux du chaos, les légions infernales. Alors, on vous explique un petit peu ce que c'est le chaos, donc ce que c'est le warp. Donc le warp, au début, ça a été une sorte de parallèle univers, un univers parallèle qui était à côté, en fait, de l'univers matériel. Et au fur et à mesure, les êtres matériels, donc comme les humains, par exemple, ou d'autres races dans la galaxie, de par leurs émotions, en fait, ont façonner en fait les dieux du chaos. Donc bien sûr, une des émotions les plus primaires, c'était la violence, la haine, la rage, et c'est ce qui a permis justement la naissance d'un premier dieu du chaos, à savoir Khorne. Donc je sais pas si ça a toujours été comme ça au niveau de l'historique, hein, si on remonte très très loin sur les livres qui étaient sortis par Games Workshop. Bon, en tout cas, moi je vais vraiment prendre ce qui a été mis dans ce codex-là, hein, je vais pas m'attacher à ce qui a déjà été dit avant, donc je sais pas si peut-être ça peut fluctuer un petit peu au niveau du fluff, hein, mais là je vais vraiment rester sur ce codex-là en particulier. Hein. Donc on dit dans un premier temps c'était Khorne qui est apparu, donc suivi après par Tzeentch qui était, ou Tzeentch, alors les prononciations voilà, hein, qui est apparu, qui lui était la matérialisation de toutes les ambitions que pouvaient avoir les gens, donc l'espoir entre guillemets, c'est-à-dire la volonté du changement. Ensuite évidemment les maladies avec Nurgle, et puis plus récemment à l'échelle galactique, Slaanesh, dieu qui a été créé par la décadence en fait du peuple Eldar. Donc on vous apprend un petit peu tout ça, on vous le rappelle. Alors ensuite le jeu divin. Le jeu divin, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui permet tout simplement à la galaxie d'exister encore dans sa forme matérielle. Pourquoi? Parce que c'est les rivalités qui existent entre les 4 dieux du chaos et qui font qu'en fait ils sont toujours en guerre perpétuelle les uns contre les autres. Là on vous explique un petit peu les rivalités qui sont peut-être un petit peu plus fortes quand on voit Khorne et Slaanesh, et entre Nurgle et Tzeentch qui s'opposent en fait sur l'espoir du changement et puis l'entropie. Et donc du coup, de ce fait-là, en fait, comme les entités du chaos ne peuvent pas toutes s'allier, c'est un petit peu comme les orques ou comme d'autres factions, hein, où ce qu'on vous dit, c'est que si les orques s'alliaient tous ensemble, ils pourraient raser la galaxie. C'est pareil avec les démons, hein, si les démons s'alliaient tous ensemble, ils pourraient raser la galaxie. Ce qui serait au final sans doute pas bien joué, vu que, étant donné que c'est les créatures matérielles, enfin, qui leur donnent leur consistance de par leurs pensées, leurs ambitions, leur rage, etc. On peut supposer que ce serait pas très intéressant, hein, de gagner pour les dieux du chaos et de détruire en fait toute trace de vie. Donc après on vous explique que les forces du chaos donc vont s'opposer entre elles et aussi conquérir les univers matériels, mais que bon c'est un peu plus difficile pour une entité créée dans le warp d'apparaître en fait dans un monde réel, dans le monde matériel. Donc on vous explique aussi ce que sont les démons en fait. Et les démons sont tous en fait une fraction de leur dieu tutélaire, à savoir une fraction de la puissance de Khorne, Tzeentch ou Nurgle ou Slaanesh, et que du coup le dieu peut décider de reprendre une partie de cette puissance-là et du coup faire disparaître en fait le démon. Alors les désolation en forme, c'est tout ce qui est autour en fait des royaumes du chaos, parce que dans l'immensité du warp qui est sans doute infini, vous avez donc des zones qui sont des zones possédées en fait par un dieu, et donc automatiquement ces endroits sont modelés suivant les aspirations du dieu. Et malgré tout, il y a des zones qui s'appellent les désolations informes qui sont au-delà de ce que peuvent modeler en fait les dieux, et que dans ces parties-là, toutes les émotions peuvent se matérialiser, qu'on y a des princes démons aussi qui peuvent prendre en fait une petite partie de cet univers-là et le matérialiser suivant leur bon vouloir. Donc voilà, de quoi faire des tables à thème. Hein.
Alors, on va commencer avec une petite présentation de Khorne, le dieu du sang. Donc là, ce qu'on apprécie, enfin j'apprécie beaucoup la mise en page, hein, vous voyez, avec tout ce dessin là, assez justement, j'allais dire chaotique, mais c'est de rigueur. Ce dessin qui représente bien ce que peut être en fait le royaume de Khorne. Donc il tire sa puissance de cette émotion primaire, à savoir l'envie de tuer, le meurtre et la violence. Et donc du coup, ce qu'on appelle la dîme de sang, ça va être le fait que Khorne en fait réclame des crânes. Donc ça c'est quelque chose que tous les joueurs de Warhammer 40 000 doivent connaître. C'est du sang pour le dieu du sang, des crânes pour le dieu des crânes. C'est-à-dire que le principe c'est Khorne a envie de collecter, on va dire quasiment tous les crânes des êtres vivants et de faire une collection. Donc c'est un collectionneur de crânes, et bien sûr tous ces séides ont à cœur en fait de décapiter les plus grands champions pour les apporter justement à leur dieu, et ainsi en fait s'attirer ses bonnes grâces pour avoir des dons du chaos en fait, hein, et de monter dans la hiérarchie démoniaque pour s'approcher le plus possible et avoir bien sûr le plus de pouvoir par rapport à leur dieu. Alors on vous présente aussi un petit peu à quoi pourrait ressembler donc le monde de Khorne. Donc c'est un monde de lave, hein. Vous voyez, c'est ce qu'on voit un petit peu ici, donc avec des volcans qui crachent de la lave en fusion. Il y a toujours en fait des troupes qui sont en train de se battre. Là il y a un passage qui est assez sympa où on vous parle en fait d'une croisade. D'une WAG orc, hein, qui a été menée au sein de l'œil de la terreur. Et en fait, ce qui se passait, c'est que, alors je sais plus comment il s'appelle, l'orc s'appelait le tueur de démons, enfin il s'autoproclamait tueur de démons. En fait, il a tellement fait de massacres, hein, que Khorne a décidé, alors que bon, bien sûr, il n'a pas réussi, hein, à vaincre, hein, tous les séides du chaos, mais Khorne était tellement content en fait de cette guerre et de cette puissance brute émanant des orques qu'il a décidé en fait de ressusciter tous les jours en fait la WAG orc, et ce qui fait qu'il a toujours au sein de son royaume des orcs qui attaquent continuellement et qui deviennent bien sûr de plus en plus forts avec la guerre, qui lâchent leur sport orc et qui génèrent de nouveaux orcs qui eux sont aussi contents d'être au combat et d'avoir une bonne baston. Donc comme quoi on s'amuse, hein, c'est le paradis des bastonneurs. Donc voilà le royaume de Khorne. Donc là on vous parle aussi un peu du chiffre sacré. Donc le 8, on vous explique qu'on ne sait pas vraiment pourquoi, mais que c'est un chiffre vraiment très important pour Khorne, et que la plupart des choses sont justement assujetties à ce chiffre, comme le nombre alors je sais plus comment ça s'appelle, le nombre d'unités on va dire, qui à chaque fois vous avez 8 démons, qui eux-mêmes commandent 8 démons, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc là, vous avez une sorte de représentation d'une de ces cohortes, en fait. Là aussi, on peut apprécier la mise en page qui est assez dynamique, hein, vous voyez, avec toutes ces mutations là qui représentent bien le chaos. Voilà, on peut remarquer aussi que ils ont fait ils ont vraiment essayé de séparer déjà au niveau de la teinte du fond, et puis aussi, vous voyez, sur cet encart ici, on n'a pas les mêmes symboles, et vous verrez que pour chaque dieu, on a un autre symbole. Alors ensuite, Tzeentch, le modeleur de voix, le dieu du changement. Donc là aussi, on voit un petit peu ce que peut être son royaume. Alors je pense que s'il y a un royaume qui est le plus difficile à imaginer, c'est justement celui de Tzeentch. Pourquoi ? Parce que ça défie tout ce qui est loi naturelle. Le but de Tzeentch, c'est vraiment le changement, et donc on vous décrit un monde dans lequel des escaliers montent à l'infini pour se retrouver finalement à leurs pieds dans une boucle insensée, que le palais en fait de Tzeentch est constitué d'un labyrinthe de miroirs où chaque petite pièce est en fait immense et où on peut parcourir des immenses pièces en l'espace d'une seconde. Un endroit où du coup la réalité ne peut pas être vraiment définie. C'est vraiment ça, hein, le sens même de Tzeentch. Alors Tzeentch, lui, c'est un dieu qui s'appuie sur toutes les espérances que peuvent avoir les gens. Donc ce qu'on vous explique, c'est que quelle que soit en fait la personne, on a toujours des attentes. C'est-à-dire que le mendiant, il a faim, il espère manger. Le gouverneur planétaire, il a du pouvoir, il espère le conserver, etc. Enfin, cette passion qu'il peut y avoir et cette envie de progresser, justement, est incarné par Tzeentch. Alors Tzeentch, il a un grand pouvoir, c'est de connaître en fait le destin complet de toutes les entités vivantes de la galaxie. Donc il connaît le passé, l'avenir,
mais il n'est pas forcément capable d'interpréter son propre avenir. Alors c'est un petit peu flou, mais on vous dit que, bon, pour pas qu'il soit vraiment trop fort, on vous dit qu'il est en train de manigancer des plans, mais que c'est tellement compliqué que ça se trouve même lui-même ne sait pas encore où il va, et que le résultat de ses plans, même si ça a l'air contradictoire à un moment donné, peuvent donner des choses très bénéfiques des éons plus tard. Donc voilà. Bon, évidemment, hein, comme à chaque fois, faut que ce soit fort, mais faut pas que ce soit trop fort non plus, hein, sinon on s'en sort pas. Mais bon, Zen, c'est vraiment celui qui essaie de manipuler le plus possible en fait le panthéon des dieux et toujours de promettre des choses pour bien sûr ses propres bénéfices. Alors, son chiffre à lui, c'est le 9. Hein. Donc là, on vous présente à chaque fois 9... alors, est-ce qu'on peut appeler ça des cohortes aussi? Je sais pas, des conclaves, on va dire. Donc 9 zones, enfin 9 structures, en fait. À chaque fois, on va retrouver ça, hein, c'est-à-dire 9 démons majeurs qui sont eux-mêmes assujettis à 9 autres entités, et ainsi de suite. Donc là, encore un gros effort sur la mise en page, hein, vous voyez, qui est assez travaillé. Donc là, vous avez un petit peu de fluff à chaque fois, mais comme c'est très succinct, je ne vais pas m'attarder dessus. On va passer directement à Nurgle. Donc Nurgle qui a vraiment le vent en poupe en ce moment. Hein. Pourquoi? Parce que bien sûr, en même temps que la sortie de ce codex, on a des unités de Nurgle, des démons de Nurgle. Sont sortis récemment aussi la Death Guard, hein, la Death Guard qui était vraiment une très grosse sortie. Donc si vous aimez Nurgle, là vous êtes vraiment gâtés, hein, déjà dans ce codex et puis après avec les sorties de figurines. Donc Nurgle, lui, le père des épidémies, donc il se nourrit de tout ce qui est maladie et il se plaît justement sur le jeu de la vie en fait. Et donc on vous raconte que la vie, de par son existence même, en fait, ne mène qu'à la mort, et que la mort elle-même engendre la vie. C'est-à-dire qu'un corps en décomposition va va nourrir tout un écosystème, et c'est le grand plaisir de Nurgle, justement, de jouer là-dessus. Alors là aussi, on voit une représentation de ce que peut être le royaume de Nurgle. Donc le royaume de Nurgle, ça s'appelle le jardin, en fait. Donc c'est un endroit où il y a beaucoup de végétation, de prolifération, de putréfaction, hein, tout simplement. Donc on peut imaginer ça comme une sorte de jungle bubonique avec des champignons, de la moisissure partout, de la boue. Enfin, vous voyez, ce côté un petit peu très sale, hein, qu'on n'a pas trop de mal à imaginer, par contre, contrairement à celui de Tzeentch. Hein. Et donc Nurgle, lui, il vit dans une grosse maison, un peu à la Gargamel. Moi, ça me fait penser un petit peu à Gargamel, vous savez, dans les Schtroumpfs. Vous avez une vieille bâtisse avec des poutres, et puis lui, il est au-dessus de son chaudron en train de concocter des épidémies. Ça fait un peu vieille sorcière. Voilà, on a ce cliché-là pour Nurgle. Donc Nurgle qui est un des dieux, on va dire, les plus sympathiques, les plus rieurs, hein, parce qu'il promet toujours, il se plaît en fait à s'amuser des espoirs justement des mortels, en leur promettant justement de guérir leur maladie, ce genre de choses, mais en les transformant en quelque chose d'encore pire, évidemment. Il n'y a pas de bonne chose. Alors, le chiffre sacré, là, le 7, ça vous devez le savoir aussi. Donc, à chaque fois, vous voyez, présentation des 7, alors comment on peut appeler ça, des 7 légions. Je pense qu'à chaque fois, il y a des noms. Bon, je ne les ai pas forcément retenus. Mais voilà, toujours un beau travail. Là, vous voyez, on a changé aussi de symbole. Je pense que Games Workshop fait vraiment beaucoup d'efforts sur la mise en page, et ça se ressent, et c'est vraiment agréable. Hein. Ceux qui ont connu les codex en noir et blanc, je pense que vous voyez vraiment de quoi je parle. Ensuite, Slaanesh, le prince du chaos. Le dernier arrivé au panthéon des dieux, celui qui est né des dépravations des Eldari, ou des Eldar, hein, pour ceux qui n'ont pas vu que maintenant le terme Eldar avait été remplacé par Eldari chez Games Workshop, hein, histoire que le copyright fasse son boulot. Alors, du coup, Slaanesh, c'est le prince ascendant, donc on vous raconte que dans l'historique, dans le classement en fait, de la puissance des dieux, il est un petit peu en dessous, parce qu'il est le plus récemment arrivé, mais que justement, c'est celui qui a le vent en poupe, et qui suscite justement la convoitise chez les autres. Le trip de Slaanesh, c'est tout ce qui est excès. Donc on va vous dire en fait un peu en gros les 7 péchés capitaux. Hein, vous voyez. Là, il y a le palais de Slaanesh. En fait, donc on vous raconte l'histoire d'un chevalier qui, au fur et à mesure, rentre dans le monde de Slaanesh et qui avance un petit peu comme les cercles des enfers, en fait. C'est un peu ce schéma-là. Ça a été repompé, à mon avis, dessus. Et à chaque fois qu'il entre dans un nouveau domaine, donc il est tenté par quelque chose de différent. Tenté par d'abord l'avarice, l'attrait vers les biens matériels, après la gourmandise, vous voyez, tous ces excès-là, alors, la luxure, évidemment.
Parce qu'on aimerait être un peu plus développé, je pense, hein, pour un univers un petit peu plus mature. Mais c'est vrai que cet aspect-là de l'excès est toujours un petit peu traité. Alors, bon, peut-être parce que justement, moi, je me la donnerais plus à Slanesh, mais c'est vrai que je trouve que c'est toujours un petit peu léger. Alors, bon, c'est pour parler peut-être aux plus jeunes d'entre vous, sans avoir de problème, on va dire. Et je trouve que c'est un peu small. Enfin, vous voyez, par rapport à ce qui est censé représenter Slanesh, c'est un petit peu édulcoré, on va dire. Alors là, pour le coup, on vous parle pas de son chiffre fétiche, en fait. Donc qui est le 6, mais il n'y a pas d'encart comme dans les autres dieux. Donc je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est un oubli ou si c'est volontaire. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, voilà, donc toujours pareil, une belle mise en page bien dynamique, encore une fois bien travaillée. Alors je passe encore un petit peu là, le petit fluff, parce que bon, c'est vraiment très succinct, ça vous apporte pas forcément grand-chose. Et puis vous le lirez, hein, faut vous laisser des plaisirs aussi. Alors, à nouveau, comme à chaque fois, la carte de la galaxie. Donc, ce qui est marrant à chaque fois, c'est de voir en fait, suivant le point de vue, qu'est-ce qui est important. Et là, le point de vue important, c'est pas Terra et Mars, comme on a pu le voir ailleurs, c'est Terra et Titan. Titan, parce que Titan, pourquoi? C'est là où résident en fait les chevaliers gris. Les chevaliers gris sont les plus grandes menaces, justement pour le chaos. Et donc c'est pour ça que c'est vraiment quelque chose qui ressort beaucoup. Voilà, toujours belle mise en page. Alors là, on vous explique un petit peu ce qui s'est passé. C'est très connu, ça, donc on va un petit peu passer. Hein. Et puis, c'est pas forcément... Alors, j'avoue que j'étais un petit peu déçu, parce que quand on arrive sur la fin des temps, on a envie justement que l'histoire avance. Hein. Vous voyez, à chaque codex, moi, c'est vraiment la partie qui m'intéresse le plus, savoir comment le fluff évolue avec la V8. On parle pas vraiment des primaris. La seule chose qu'on apprend, en fait, c'est qu'à un moment donné, en fait, les quatre grands dieux sont vraiment opposés et ont créé, enfin, comme la guerre en fait consommait vraiment beaucoup de ressources, ils se sont mis d'accord pour créer un monde qui s'appelle, il est où, je l'ai vu, Amalgrim. Et dans ce monde-là, en fait, c'était le croisement en fait entre les quatre royaumes du chaos. Donc, si vous avez envie de faire une table à thème, je pense que là, il y a vraiment matière à faire une table à thème. Ouais, j'imagine bien la table séparée avec quatre cadrans, avec Zench, Lanesh, etc. Et puis, donc du coup, ils ont choisi en fait des champions. Donc, bien sûr, on ne sait pas exactement combien. Certains pensent que c'était un nombre équivalent, d'autres que c'était en fonction de leur numéro fétiche. Mais en fait, tous ces champions se sont affrontés et le dernier en lice a été finalement le Kairos qu'on reverra un peu plus tard, qui est un personnage qu'on va revoir un petit peu tout à l'heure, qui a trompé justement Khorne et permis la victoire de Tzeentch. Bien sûr, Khorne s'est fâché et du coup de son cri, il a détruit en fait ce monde créé là, Amalgrim. Et donc du coup, retour à la case départ, les dieux du chaos repartent chacun de leur côté en estimant avoir été trompés par les autres et qu'au final, c'est un petit peu l'école des fans, hein, au final tout le monde a gagné. Donc soit il y aura, c'est un passage qui est vraiment mis en avant plusieurs fois. Je pense que soit il y aura une campagne dessus, ou soit ça peut être aussi une bonne idée de jeu, un petit peu, vous voyez, comme Gorschosen, un jeu qui se passerait justement sur Amalgrim. En tout cas, c'est quelque chose qui est assez inspirant, mais sorti de ça, après, tout le reste est vraiment un petit peu mis de côté. Si après, il y a un petit passage ici qui, moi, m'a un petit peu attiré l'attention aussi. Donc, on vous parle en fait d'un prêtre un prêtre de fer des Iron Warriors. Les Iron Warriors qui sont donc bien sûr du côté du chaos, mais qui ne sont pas inféodés à un dieu, d'accord, qui sont pour le chaos indivisés, comme on disait à l'époque. Et donc du coup, ils ont attaqué une des forges démoniaques pour s'emparer de tout ce qui était machine de création, qu'ils ont créé en fait des Mauler Fine, des Forge Fine évidemment. Et on vous apprend que les dieux du chaos ont été courroucés en fait de se faire prendre on va dire ce monde forge, on va l'appeler comme ça pour que ce soit plus simple et plus compréhensible, ce monde démon forge, et on fait apparaître comment ils appellent ça, une puissance d'origine démoniaque d'une taille colosseuse se métallisant. Je sais plus si c'était là ou c'est pas. Mais en fait, c'est peut-être pas là en fait. Mais du coup, ça vous présente qu'il y avait des machines démons qui du coup étaient apparues et qui étaient beaucoup plus grandes que ce que pouvaient créer les humains, à savoir les titans du chaos.
et que il y avait une quantité colossale d'énergie warp qui était déversée dedans, et qu'avec l'ouverture justement de la cicatrice malédictum, ce type de choses était possible dans l'univers matériel, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Donc, si Forge World vous sort quelque chose d'immense et d'encore plus grand qu'un titan du chaos, voilà, je vais essayer de... Si je repasse dessus comme ça, je vais peut-être sans doute pas retrouver, mais voilà. On continue. Donc là, une illustration qui reprend un peu, vous voyez, un peu les différents dieux. On vous dit que, bien sûr, en cas de... pour la 13e croisade noire, par exemple, les dieux du chaos s'étaient unis et que, bien sûr, rien n'a pu résister à leur alliance. Mais que malgré tout, ils n'ont pas su justement profiter de ce gain et ils sont retournés, en fait, avec leurs vieux travers, à s'opposer les uns aux autres. Alors comme d'habitude, je vais pas vous présenter tout, mais moi j'aime bien m'attacher plutôt aux personnages spéciaux parce que ça fait avancer un petit peu l'historique. Et donc on va parler de Skarbrand. Bon, Skarbrand qui est le plus puissant des démons assujettis à Khorne. Donc un Blood, alors là l'accent va être horrible, un Bloodsister, enfin voilà quoi, vous avez compris. Et donc du coup qui était vraiment une force inarrêtable et que Tzeentch du coup elle l'a manipulé en le faisant attaquer justement Khorne. Et donc du coup bien sûr Khorne s'est fâché, il l'a fait traverser l'espace et le temps pendant 8 jours et 8 nuits, et du coup il s'est retrouvé exilé. Et que maintenant il voyage un petit peu en fonction des courants warp, et se bat un petit peu pour essayer de reconquérir les faveurs de Khorne, mais qu'a priori, une fois que Khorne s'est fâché, c'est fini, pas de pardon. Donc bien sûr, on l'a vu beaucoup dans Gathering Storm, parce que c'était un des personnages principaux du côté antagoniste, et du coup on le voit dans son affrontement avec Roboute Guilliman. Alors, sur cette page, on va parler du Skull Taker, le champion de Khorne qui était le preneur de crâne. Donc, on vous apprend que c'est un des plus grands champions aussi de Khorne, mais que lui, son obsession, c'est vraiment de décapiter en fait tous les champions, et que c'est vraiment on va dire le meilleur. Enfin, là, a priori, de ce qu'on lit, il est vraiment défini comme étant le meilleur bretteur et le meilleur combattant. Qui n'a jamais été défait par quiconque, hein, et qui au fur et à mesure du coup devient de plus en plus puissant, possède une des armes les plus redoutables de la galaxie avec son épée. Elle doit avoir un nom même, mais enfin, voilà, peu importe. Et donc du coup voilà, c'est un personnage assez intéressant parce que c'est pas un prince démon, c'est le champion en fait, le champion des crânes. Voilà. Alors bon voilà des illustrations, ça c'est, je sais pas, je pense que c'est une nouvelle illustration ou pas, je sais pas, ça fait plus ancien. On avance un petit peu. Voilà, donc les chiens de Khorne. Karnak c'est le cerbère, vous savez la figurine qui est pas très jolie là, avec 3 têtes. Ça c'est un passage assez intéressant, il y a toujours des petits passages de fluff comme ça qui sont intéressants, qui sont rajoutés au sein des unités, et là en fait on vous apprend que il y a une épée qui est, alors comment s'appelle, l'épée du massacre je crois, et cette épée en fait est mise à l'intérieur d'un chien, d'un Fleshhound, et que du coup les plus grands champions viennent se battre pour arracher en fait cette épée, et que du coup ils deviennent eux-mêmes du coup investis d'une grande puissance, la grande puissance de Khorne, et que le jour où Khorne se lasse en fait de leur champion, il est de nouveau dévoré par un des Fleshhound, et de nouveau des champions viennent prendre un petit peu cette épée là. Donc un petit côté sympa. Donc voilà, on va passer, c'est peut-être ici là. Ouais, voilà, Légion. Alors voilà, c'est exactement ça. Mais il existe de plus grands encore. C'est ce que je vous parlais tout à l'heure avec les Titans du Chaos. Mais il en existe de plus grandes encore, parmi lesquelles les colossales machines Legionus, d'immenses agrégations mues par des légions démoniaques entières, qui dominent même les Chaos Titans des Warsmiths. Ces gens d'apocalypse, d'apocalyptique, régulièrement, requièrent tellement d'énergie du Warp qu'elles apparaissent rarement hors de l'Immaterium, bien que les tempêtes du Warp générées par la Grande Faille rendent l'apparition de ces abominations inévitable. Donc ça, on peut supposer qu'on vous dit attendez, il y a des choses encore qui pourraient sortir. Qui sait, peut-être dans un jeu avec une échelle un petit peu à la épique, pourquoi pas, qui sait. Alors ensuite, Kairos. Kairos, lui, qui est un personnage très intéressant, qui avait aussi été vraiment mis en avant dans Gathering Storm. Alors le principe de Kairos, c'est qu'il a plongé dans le puits alors le puits, je sais pas comment il s'appelle non plus, c'est un puits qui est au milieu du palais de Tzeentch, et que même Tzeentch n'ose pas aller dedans, et toutes les vérités sont dans ce puits, et comme Tzeentch avait peur, du coup il a pris Kairos, il l'a envoyé dedans, du coup Kairos a survécu, il est revenu avec 2 têtes, et une tête qui voit tous les passés, et une tête qui voit tous les futurs potentiels.
Et de ce fait-là, ça vous donne un personnage qui est omniscient, à la différence près que, du coup, comme il voit le futur et le passé, il se rend pas compte du présent. Donc c'est assez intéressant comme concept. Ça, c'est assez novateur. Enfin, ça existait déjà depuis longtemps, hein, Kairos, mais ce concept-là, je l'ai jamais vu ailleurs dans d'aucune autre publication, alors que on voit que des fois Games Workshop s'inspire un peu à droite à gauche. Ça, c'est vraiment sympa. Et on vous parle de son bâton, donc le bâton du Chrony, qui est en fait un livre sur lequel il écrit en fait tout ce qui se passe, et du coup il lit lui-même quel est son futur pour se rendre compte de son présent. Donc c'est assez intéressant, voilà, c'est assez original. Voilà. Alors le Changeling aussi, le Changeling c'est un personnage qui est assez, alors j'allais dire aussi intéressant, je dis beaucoup intéressant. C'est un personnage qui est attrayant parce que c'est un personnage qui a la capacité en fait de prendre la forme de quiconque, donc il peut se transformer en Primarque, pourquoi pas, en n'importe qui, en gouverneur planétaire. Et justement en fait son but c'est de tromper les gens et de mettre un petit peu le bazar. Et il n'est pas assujetti en fait directement à Tzeentch, et en fait Tzeentch le laisse justement agir à sa guise. Et donc lui il a pas vraiment de, enfin, a priori il a pas vraiment de but, si ce n'est que de faire un peu le bazar. Donc c'est assez sympathique. Alors là vous avez une partie fluff qui est aussi importante, c'est sur le nom des démons. En fait on vous apprend que les démons ne peuvent jamais donner leur nom véritable, hein, parce que sinon on a un pouvoir immense sur eux et qu'on peut a priori les contrôler. Et que justement la quête en fait des chevaliers gris, des inquisiteurs, c'est de trouver en fait le nom véritable de chaque démon pour permettre justement de les combattre plus facilement. Et c'est ce qui permet encore une fois de les contrôler. Donc alors c'est vrai que c'est puissant dit comme ça, parce que c'est vrai que chez les chevaliers gris il y a le grimoire des noms véritables qui est censé permettre justement cette chose-là, mais c'était pas présenté comme le contrôle absolu. Donc bon, à voir au niveau du fluff. Donc là à chaque fois des illustrations, des différentes. Alors c'est pas directement des figurines, mais si ça s'inspire quand même un petit peu. Enfin je veux dire que c'était pas des photos de figurines, mais on retrouve bien l'imagerie assez travaillée. Alors certains qui sont réussis plus que d'autres, hein, c'est les goûts personnels de chacun. Voilà, je vais passer un petit peu, parce que ça vous devez connaître. Alors voilà, Rotigus. Donc, Rotigus, ça c'est un des nouveaux personnages qui est apparu a priori avec ce codex. Donc ça c'est la figurine du Prince Démon qui est sortie, qui va sortir en même temps que le codex. Alors à l'image de son dieu, Rotigus c'est un dieu assez généreux qui va justement répondre aux appels en fait des gens, ceux qui sont ça cause des problèmes de stérilité justement, il va les aider à engendrer beaucoup trop évidemment, ceux qui ont des problèmes de sécheresse. En fait, on explique qu'il est toujours accompagné de la pluie de Nurgle, en fait, je sais plus comment ça s'appelle, le déluge de Nurgle, donc ce qui permet de faire pleuvoir la putréfaction directement. Alors moi dans cette partie-là, il y a quelque chose qui a un petit peu fait tiquer. Je vous lis le passage. Lorsque leur hydrotechnologie dysfonctionna, les taux de la caste de la Terre sur Tartane eurent désespérément besoin de pluie. Ignorant les protocoles, ils se versèrent dans les superstitions des tribus à qui ils avaient pris la planète. Les trompes qui s'abattirent furent d'abord bienvenues, puis les mondes devinrent un marécage fétide, infesté de maladies. Alors là, ça vous dit quand même que les taux, qui sont censés avoir aucune résonance dans le warp, et donc du coup immunisés en fait aux aspirations, aux tentations du chaos, ont quand même fait alors on vous parle de superstition, voilà, bon, on peut imaginer pas mal de choses, mais quand même c'est assez étrange je trouve que les taux puissent se livrer à ce genre de choses. J'avoue que moi ça m'a un petit peu alors choqué, c'est un gros mot, mais c'est vrai que par rapport à l'imagerie des taux et à ce qu'on en dit, le fait qu'ils puissent verser dans des arts occultes pour appeler la pluie, bon, voilà. Alors je sais pas si la volonté c'était juste de faire apparaître les taux pour les mêler un petit peu à l'univers, et se dire qu'ils ont quand même des raisons de se battre contre le chaos, mais là, de là à ce qu'ils aillent faire un rituel, bon, voilà, là, c'est un petit peu dérangeant, je trouve. Allez, on continue. Donc ça, c'est les nouvelles figurines qui sont sorties. Lui, là, qui est assez sympathique avec sa bouche. Donc lui, on vous apprend qu'il est là pour compter tous les... vous savez qu'il y a une obsession on va dire, de noter en fait tout ce qui peut se passer dans les maladies pour les redonner justement à Nurgle, pour qu'il puisse justement comme ça toujours améliorer en fait ses maladies. Et donc lui, il est là pour ça. Donc voilà, des nouvelles figurines aussi.
Donc on vous reparle évidemment d'Epidemus, qui était un champion déjà un peu plus connu. Et puis on vous parle aussi de Horticulus Limux, qui était une figurine qui à la base était sortie sur Age of Sigmar, et qui était, ma foi, fort intéressante, parce que du coup on retrouvait un petit peu d'humour perdu, on le verra un peu dans les images tout à l'heure. Et moi c'était une figurine qui, même si encore une fois je ne suis pas forcément aficionados de Nurgle, je trouvais que l'humour qu'il y avait dans la figurine, c'était vraiment sympa. Et donc du coup là, on vous explique qu'il est là pour cultiver, on va dire c'est le jardinier du jardin de Nurgle. Et que du coup, Nurgle l'a envoyé un petit peu dans l'univers réel pour étendre en fait son influence. Voilà. Donc voilà. Hop, on passe. Alors, là aussi, belle mise en page. C'est assez détaillé. Je pense que ça peut plaire vraiment. Enfin, vous voyez, avec là en plus ce dessin-là, il me fait vraiment. Alors, comment s'appelait la publication? Je crois que c'était Slave to Darkness. Une vieille publication de la V2, je crois. Donc voilà, Plague Bearer, les Beasts of Nurgle. Voilà, on va passer les mouches, hein, enfin les drogues, les drones, Plague Drone, c'est connu. Alors, on passe sur Slaanesh. Alors, les Arlequins, là aussi, il y a un petit passage du fleuve qui était assez étonnant, en fait. On nous apprend que le changelin avait pris la place d'un des... alors, je sais plus comment il s'appelle. D'un membre de la troupe, en fait, Arlequin. Donc là aussi, je suis assez étonné que les Arlequins, qui sont vraiment spécialisés dans la lutte contre le chaos, aient pas senti la chose. Bon, ça... pourquoi pas, mais... C'est vrai que c'est un petit peu tendancieux. Alors tant que je suis en mode râlage, je trouve aussi que dans ce codex, alors je sais pas si ils ont été pris de court ou quoi que ce soit, mais il y a vraiment beaucoup de fautes de typo. Même dans les règles, enfin j'ai noté quelques petits trucs un petit peu gênants, alors j'ai pas foncé non plus dans les détails, mais enfin il y a beaucoup de mots qui manquent, ou qui sont mal placés, beaucoup plus que d'habitude. Donc je sais pas si ce codex a été sorti un peu trop... Enfin, on verra avec les facs, hein, de toute façon, qui vont sortir immanquablement rapidement. Mais voilà, donc là, je tenais à le dire aussi, parce que c'est vrai que ça m'a marqué, qu'il y a quand même vraiment pas mal de petits problèmes de relecture. Alors dans les personnages qu'on connaît bien aussi, le masque de Slaanesh. Donc ça, c'était la favorite, en fait, de Slaanesh, qui était toujours là pour le réconforter quand il allait pas bien, lui faire des petits massages, des petits guilis, et danser pour lui. Donc on imagine évidemment d'autres choses. Et évidemment, Tzeentch étant jaloux de ça, en fait. Là, alors, est-ce que c'était vraiment Tzeentch, avec tout ce que j'ai lu mais bon, d'autres dieux... Ou alors, est-ce que c'était même pas Slaanesh qui, de lui-même, en fait, s'est méfié d'elle, en fait. Ce qui s'est passé, c'est que Slaanesh avait été défait dans une bataille, et qu'elle, du coup, voyant un peu le désespoir de son dieu, avait donné le meilleur d'elle-même, justement, pour le requinquer un petit peu, leur donner le moral, et que lui, en fait, interprétait tout ça comme des moqueries, et du coup, il l'a chassé, il l'a condamné à aller danser tout le temps, pour le restant de l'éternité. Donc là, on vous parle aussi de la peur que peuvent avoir en fait les dieux du chaos envers Slaanesh. Pourquoi ? Parce que tous les dieux du chaos sont excessifs. En fait, ils sont obsédés par donc Khorne le massacre, Nurgle la maladie, Tzeentch la manipulation, et que comme Slaanesh justement se nourrit des ambitions et des excès, comme bien sûr les dieux sont l'incarnation même de l'excès de leur domaine, du coup ils ont un petit peu peur d'être assujettis justement à la volonté de Slaanesh, même si Slaanesh est celui qui est le plus faible, ils sont tous un petit peu faibles par rapport à lui. C'est toujours amusant de voir comment ils peuvent mettre des équilibres justement dans les jeux, hein, pour pas qu'il y ait quelque chose qui soit trop fort. Hein. Alors ensuite, on va continuer un petit peu, on va avancer. Donc les Soulgrinders qui vont être un peu la seule incarnation un petit peu mécanique. Donc c'est simplement un démon qui a été greffé en fait à une machine, hein, c'est la base du Defiler, donc c'est un peu le même genre de figurine. Et donc on vous apprend qu'un démon qui a été banni, en fait, doit normalement, à l'échelle du temps de la galaxie, hein, qui passe différemment évidemment dans le warp, doit rester 1000 ans donc en vagabondage, et que ceux qui veulent absolument revenir, en fait, peuvent racheter leur revenu en se faisant intégrer en fait dans un Soulgrinder, et en échange d'un nombre d'âmes justement à capturer. Et on vous apprend aussi qu'il y a des intérêts, et que plus le temps passe, plus les intérêts augmentent, et que souvent les intérêts deviennent plus importants que ce qu'ils peuvent rembourser, en fait, donc le nombre d'âmes qu'ils peuvent capturer.
et que bien sûr le Soulgrinder va aussi se retrouver détruit un jour ou l'autre, et qu'il va vouloir revenir justement, et que du coup on va lui reproposer un prêt. Donc voilà, si vous connaissez pas les banquiers, le principe, voilà, si vous vouliez une preuve que les banquiers sont assujettis au chaos, voilà, vous avez la preuve là, hein. Ils n'ont rien inventé, ou alors du coup ils s'en inspirent. Alors ensuite Be'lakor. Be'lakor, donc il y a un beau passage et une belle partie du codex qui est consacrée à Be'lakor. Vous verrez plus tard dans les règles qu'il est vraiment mis en avant. Donc Be'lakor, c'est le premier prince démon. Alors prince démon, qu'est-ce que c'est? C'est simplement un humain ou enfin une entité réelle, hein, donc ça peut être autre chose, hein, ça peut être une autre race, qui du coup accède à l'immortalité démoniaque et du coup devient un prince démon. Et un petit peu à l'image d'Abaddon, Be'lakor, lui étant le premier prince démon, a attiré en fait l'attention des 4 dieux du chaos. Donc il possédait en fait les quatre affiliations, il n'était pas affilié à un seul dieu. Et tous les dieux au début convoitaient un petit peu le prince démon en essayant de lui donner les meilleures faveurs pour que justement il joue dans leur équipe. Et puis voyant comme cela que c'était pas forcément à leur avantage, en fait ils ont détourné un petit peu leur attention de Be'lakor et ils ont chacun essayé de trouver leur propre champion, leur propre prince démon. Ce qui a fait perdre, hein, bien sûr, un petit peu des pouvoirs à Be'lakor, mais qui reste malgré tout le prince démon primordial, donc avec beaucoup de pouvoirs, et puis qui continue à servir malgré tout le chaos dans sa globalité. Voilà, on termine avec la présentation, et puis on passe donc à la partie visuelle. Donc là, vous voyez, on retrouve l'Orticulus Slimus, qui est une figurine particulièrement réussie, je trouve, parce que vous avez vraiment l'humour qu'on pourrait reprocher parfois manquer un petit peu dans l'univers de Warhammer 40 000 sorti des orques. Là, vous avez vraiment une sorte d'escargot en train de traîner, en train de faire des sillons, en train de cultiver, attiré par un Nurgling, vous voyez, avec le petit... l'envie de le manger. C'est vraiment une petite figurine assez sympa, qui était à l'origine pour Age of Sigmar, hein, qui est sorti dans une boîte d'Age of Sigmar, mais qui, bien sûr, comme les démons existent dans les deux univers, on va le retrouver ici. Donc toujours un petit peu de fumée, voilà, on voit un petit peu les différents dieux, un petit travail sur la lumière, c'est assez joli. Donc voilà, le Karanak, figurine qui est un petit peu vieilli, évidemment, qu'on doit avoir du mal à retrouver maintenant. Je suis pas sûr qu'il doit encore être en vente. J'imagine que si, sinon il serait peut-être pas dans le codex. Je crois que maintenant c'est ça un Games Workshop, mais dans les codex uniquement les figurines qui sont encore en vente. Donc peut-être sur le site ou en VPC, à mon avis, vous devez pouvoir trouver ça. Scarbrand, voilà. Donc là, je vous laisse apprécier la peinture. Voilà, Kairos. Kairos qui est aussi, à chaque fois, c'est ça en fait. Quand vous achetez la boîte en fait d'un démon majeur, vous avez soit la possibilité de faire un démon majeur de base, soit de faire le personnage spécial. Donc soit Scarbrand, soit Kairos, soit le nouveau de Nurgle, j'ai oublié le nom, Reptilus, je crois, une chose comme ça. On retrouve les 3 classes d'horreur, Pink Horror, Blue Horror, Brimstone Horror. Vous savez, donc, ça on verra plus tard, mais l'horreur rose se divise en 2 horreurs bleues qui elles-mêmes se divisent en 2 petites flamèches. C'est assez amusant. Donc voilà, Rotigus. Donc les mouches, ça on a l'habitude, les nuées de Nurgling. Donc là, vous voyez toutes les nouveautés, ici, là, les nouvelles sorties justement pour Nurgle. Donc si vous aimez Nurgle, là, vous êtes, comme je vous l'ai dit, à la fête. Donc Slaanesh, par contre, du coup, vous voyez, on est beaucoup moins à la fête. Hein. Vous voyez, vous avez une page avec des démonettes, les veneuses, enfin les seekers, et puis c'est tout. Mais bon, on imagine et on espère surtout que c'est pour nous faire une belle armée, une belle nouveauté et une belle mise en avant de Slaanesh. Slaanesh qui est pas mal en retrait, hein, que ce soit dans Warhammer 40 000 ou dans Age of Sigmar, où là il a même carrément disparu, a priori. Après, je connais pas bien le fleuve d'Age of Sigmar, mais c'est ce que je crois en fait, hein, qu'il s'est fait capturer a priori, chose comme ça. Alors, là, on passe à ce qui intéresse tous les joueurs. On va regarder tout de suite les aptitudes spéciales. Donc démoniaque, sauver d'un vulnérable de 5+, ça on a l'habitude, ça n'a pas changé. Et ensuite, suivant le dieu, vous avez à chaque fois un petit pouvoir particulier. Donc pour Khorne, si cette unité charge ou est chargée, ça c'est important, ou effectue une intervention héroïque, on ajoute 1 aux caractéristiques de force et d'attaque de ces figurines jusqu'à la fin du tour. Donc ça veut dire que dès que vous êtes en combat au corps à corps, alors ça va peut-être pas marcher, du coup ça va pas marcher au 2e tour, mais sur le premier round de corps à corps, que ce soit vous ou l'adversaire que vous avez chargé, vous avez quand même plus 1 en force, plus 1 en attaque, c'est quand même pas mal. Pour Zen, vous avez l'habitude, hein, c'est plus 1 à la sauvegarde invulnérable. Alors pour Nurgle, hein, ce qui s'apparaît avant la sensible à la douleur, c'est-à-dire que vous avez une 5+, si vous subissez une blessure. Donc même si c'est une blessure mortelle, vous pouvez quand même tenter de lancer un dé sur un 5+, vous esquivez la perte de points de vie.
Ensuite, célérité du vif argent, ça c'est aussi classique, ça veut dire que vous allez toujours frapper en premier. Donc même si vous êtes fait charger, bien sûr en alternance, en commençant toujours par le joueur dont c'est le tour, mais ça peut quand même être assez puissant hein, dans cette version de Warhammer 40 000. Alors les rituels démoniaques, c'est l'invocation. Parce que les démons, on peut les invoquer. Alors là, on pouvait s'attendre à ce que tous les démons aient une sorte de règle genre frappe profondeur, mais en fait non, parce que c'est plus ou moins compris en fait dans le rituel démoniaque. Donc le principe, c'est qu'à partir du moment où vous avez un personnage, vous sacrifiez sa phase de mouvement, ensuite vous allez choisir entre de 1 à 3 dés, et vous lancez ces dés-là. Donc si vous lancez un dé, pas de souci. Si vous lancez 2 dés, là vous avez le risque de faire un double. Donc sur un double, vous prenez une blessure, et sur un triple, ce qui va pas arriver tout de suite, tout le temps, hein, vous subissez D3 blessures mortelles. Et la valeur des 3D, c'est la valeur en points de puissance de l'unité que vous pouvez faire apparaître, à condition que l'unité soit inféodée au même dieu que justement le personnage. Donc ça, on peut le faire aussi. Alors, à mon avis, là où c'est utile, c'est quand vous êtes au corps à corps, hein, vous êtes au corps à corps avec votre personnage, bah, vous sacrifiez votre phase de mouvement, vous bougez pas, il n'y a rien qui interdit de ne pas le faire au corps à corps, et puis vous pouvez invoquer justement des unités autour. Donc je pense que là, le chaos, je pense que c'est vraiment plutôt orienté corps à corps, hein. On verra qu'il n'y a pas forcément beaucoup d'armes de tir, ou alors c'est vraiment du tir à très courte portée. Alors, pour les pages des règles, vous avez l'habitude, je vais vous faire une sorte de sélection, enfin, c'est pas une sorte, c'est une sélection en fait de ce que moi je trouvais intéressant. Alors, surtout les personnages, par exemple, des petites règles spéciales, moi, que je trouve assez amusantes. Donc là, encore une fois, vous allez voir, il y a beaucoup de QG. Beaucoup de personnages, donc Scarbrand, donc capacité évidemment 2+, pour toucher au corps à corps, 2+, de CT, et là ce qui est intéressant c'est de voir que ses attaques augmentent en fait, plus il est enragé, enfin plus il perd de points de vie, plus il a d'attaque, et donc au niveau de ses attaques il va frapper avec donc ses 2 haches, donc 2 choix, soit Q puissant, force x2, donc ça vous fait force 14, PA-4, et D6 dommages, et on peut relancer les jets de touche ratés pour cette arme. Donc sachant qu'il touche sur un 2+, voilà, ça va vraiment vous assurer de mettre beaucoup de coups. Et après, coup de fauche, là aussi très intéressant, vous effectuez 2 jets de touche au lieu de 1 pour chaque attaque de cette arme. Donc c'est-à-dire que si là vous êtes enragé, 8, ça fait 16 attaques. 16 attaques qui vont toucher sur du 2+, force d'utilisateur, force 7, c'est déjà pas mal quand même. PA-2, ça vous permet quand même de liquider pas mal d'infanterie, si vous êtes englué. Alors, à noter que lui, contrairement à d'autres, aux autres démons, il n'a pas la capacité de vol. Hein. Justement, ça représente le fait que ses ailes en fait ont été brûlées par Khorne quand il l'a attaqué. Alors, dans ces règles spéciales, qu'est-ce qu'on va voir? On va la rage incarnée, donc toutes les unités amies ou ennemies, et ça c'est intéressant, à 8 pouces ou moins de Scarbrand sont dispensées de tests de morale et ajoutent 1 à leur caractéristique d'attaque. Donc c'est assez amusant en fait, ça représente vraiment ce qu'on pouvait lire hein, justement dans le fluff. Il y a un passage justement au reboot de Gilliman, se confronte à Scarbrand et il se laisse entraîner justement par la fureur du combat et c'est uniquement en faisant appel vraiment à toutes ces facultés de Primarque qui peut résister à l'attrait du combat. Et ça c'est représenté en termes de règles. Et vous savez, moi à chaque fois, j'aime bien quand il y a des règles qui sont en rapport avec le fluff. Ensuite, il y a la règle porteur de mort. Chaque jet de touche non modifié de 6 pour les attaques de Scarbrand en phase de combat inflige 2 touches au lieu d'une seule. Voilà. Et je vous parlais tout à l'heure en fait de petits problèmes dans la conception des règles dans le codex. Vous voyez, vous avez aussi porteur de mort, blablabla, pour Scarbrand, alors qu'on est sur une autre figurine. Vous voyez là aussi. C'est où là. Vous voyez, donc on sent que c'est du copier-coller, mais après on peut se dire, alors quel est le problème? Est-ce que on enlève Scarbrand, on le remplace par Blood Sister machin truc, ou alors est-ce que du coup on zappe carrément la ligne? Bon, voilà, alors après, je sais que c'est pas forcément facile et qu'il y a beaucoup de publications qui sortent chez Games, mais c'est vrai que c'est un petit peu dommage ce genre d'erreur de relecture. Alors le Skull Taker, donc vous savez c'est le champion, le preneur de crâne. Donc un perso assez sympa, vous voyez, mouvement 7 déjà c'est pas mal, hein, parce que justement lui son but c'est le corps à corps, donc le petit 1 de mouvement, enfin le petit 7 c'est pas mal. Corps à corps 2+, force 5, ça c'est bien aussi. Donc qu'est-ce qu'il a? Il a ses 4 attaques, par contre 4 points de vie c'est assez faible. Après son épée il rigole pas, hein, épée du tueur, vous voyez, force utilisateur, PA-3, dommage 3, et si vous faites un 6 naturel,
dont j'ai le blessure à 6+, non ça peut être même 6 ou plus, a une caractéristique de dégâts de D3 plus 3 au lieu de 3, donc il y a quand même moyen de décapiter justement des personnages, et vous voyez, privilège de décapitation, vous pouvez ajouter 1 au jet de touche effectué par les unités Bloodletter amis à 8 pouces ou moins, et comme lui-même est Bloodletter, du coup vous avez ce bonus, hein, c'est justement ce qu'on retrouve aussi avec le codex Tyrannie, donc certaines compétences justement s'appliquent à lui-même, hein, vu qu'il a justement le mot-clé. Vous voyez là c'est en gras, donc c'est mot-clé, voilà. Donc plutôt intéressant. Alors c'est un personnage certes fragile avec ses 4 points de vie, par contre quand il tape fort. Hein. Il a la capacité aussi de relancer les jets de touche et de blessures ratées, bon voilà. Alors, Kairos, gros psycheur, donc il coûte assez cher, hein. C'est justement à mon avis pour les pouvoirs psychiques, parce qu'en fait, vous voyez, il a une compétence un petit peu spéciale, c'est qu'il va avoir des bonus à ses tests psychiques. On va avoir dans sa forme naturelle +2 sur ses jetés de dés, et comme on verra que les pouvoirs de Zench sont un petit peu gourmands au niveau de leur seuil de réussite, le +2 c'est tout de suite assez intéressant. Alors, bon voilà, il vole évidemment, mouvement ça va dépendre, mais vous voyez 12 pouces de base, CC 3+, donc vous voyez ça représente en fait le fait qu'il a du mal à voir en fait le temps présent, donc c'est représenté aussi en termes de règles, on n'est pas sur du 2+, comme tous les Lord of Change ou ce genre de choses. Force 6, un peu moins fort, endurance 7, point de vie 16, donc ça c'est pas mal, évidemment. Sauvegarde 6+, donc il va compter uniquement sur son invulnérable. Alors, son arme, le bâton du Chrony, force +2, donc ça fait de force 8, c'est pas mal, ça c'est un seuil intéressant, vraiment, le force 8. PA-3, dommage D6, et chaque fois qu'un personnage est tué par cette arme, on peut ajouter un Chaos Spawn, donc une bestiole, on verra ses stats un peu plus tard, mais bon, du coup c'est sympa, hein, vous transformez en fait le personnage en enfant du chaos. Donc en tant que grand psycheur, il connaît tous les pouvoirs de Zench, il n'y a pas besoin de choisir contrairement aux autres, et il a un châtiment qui porte à 36 pouces au lieu de 18. Le petit bonus aussi, il vous donne des 3 points de commandement supplémentaires, et puis comme tous les démons majeurs, il a la capacité de porter en fait son commandement. Donc j'avoue que j'aurais bien aimé des petites règles en plus, comme ce qu'il y avait une capacité à rejeter des dés, ou un truc qui implique un peu plus le passé, le futur. Bon là je suis un petit peu déçu sur les règles de Kairos. Par contre, le changelin, là je suis pas du tout déçu, au contraire. Donc bon, les stats, mouvement 6, 4, plus pour toucher, c'est pas terrible. Force 3, endurance 3, point de vie 4, on dit c'est pas terrible. Alors qu'est-ce qu'on voit? Le bâton du trompeur, force... Petite étoile, lorsque le changelin combat, choisissez une arme de mêlée portée par une figurine d'infanterie ennemie à 1 pouce ou moins de lui. Le bâton du trompeur utilise le profit de cette arme. Donc ça c'est vraiment sympa, justement si vous voulez aller attaquer un gros boss. Et après, vous avez aussi horreur amorphe. Lorsque le changeling combat, vous pouvez choisir une figurine d'infanterie ennemie à 1 pouce ou moins de lui. Le changelin compte comme ayant sa CC, sa force, son endurance et les attaques de cette figurine jusqu'à la fin de la phase. Donc là c'est vraiment sympa hein, comme idée, parce que vous allez aller essayer d'attaquer le personnage le plus balèze en face, et puis vous avez exactement les mêmes stats que lui, et vous espérez justement frapper avant lui, donc je pense que là c'est vraiment sympa. Moi c'est quelque chose qui m'attire. Moi je jouerais pas forcément KO tout de suite, mais ça c'est vraiment une règle que je trouve vraiment très sympa. Utiliser la force de l'autre, c'est vraiment sympa, voilà. Donc encore une fois, je détaille pas toutes les entrées, ce serait trop long, puis d'autres vont le faire, donc moi je m'attache vraiment à plus ce qui me plaît. Alors Rotigus, qui est un nouveau personnage, on va aller regarder tout de suite un petit peu ses aptitudes. Donc le déluge de Nurgle, hein, la pluie dont on parlait tout à l'heure, donc chaque fois que le Rotigus réussit à manifester un pouvoir psychique avec un test psychique de 7 ou plus, donc 7 le chiffre de Nurgle, l'unité ennemie la plus proche subit une blessure mortelle. Donc voilà, ça c'est un petit bonus, mais ça peut commencer, vous voyez, c'est ce qu'on retrouvait aussi avec Mortarion, cette sorte d'aura de pestilence qui tourne autour d'eux, ce nuage de mouches ou des choses comme ça. Alors, ces armes, donc gerbe d'humeur saumâtre, portée 7 pouces, donc une arme qui touche automatiquement, et vous pouvez relancer les jets de blessures ratées, donc une sorte de lance-flamme, assaut 2d6, force utilisateur, donc en moyenne 7, 6 ou 5, PA-3 et dommage 1, voilà, c'est pas mal, et puis après, mâchoire et essai de croc, donc force utilisateur PA-1, chaque fois que le retireur combat, il peut effectuer des 6 attaques supplémentaires avec cette arme, ce qui veut dire que souvent vous allez taper avec le broussin, donc là c'est force +1, donc ça fait force 8, le seuil intéressant, PA-2 et dommage 3, et on peut relancer les jets de blessures ratées pour cette arme.
Donc ce qui vous assure quand même, sachant qu'il touche toujours aussi sur du 2+, de faire quand même pas mal de ménage. Hein. Et puis bon, 18 points de vie. Bon, certes, il n'aura pas une sauvegarde terrible, puisqu'il va utiliser toujours sa sauvegarde invulnérable, puis l'insensible derrière. Mais malgré tout, durant 7-18 points de vie, il va falloir le coucher. Hein. Bon, c'est normal, hein, ça représente bien ce qu'est Nurgle. C'est avoir un gros tac qui encaisse. Donc, Epidemius, là aussi, petite règle assez sympa, et qui était déjà plus ou moins le cas dans ses précédentes incarnations. Alors, je vais directement aller aux règles, parce qu'après les stats, hein, vous les voyez. Donc on compte en fait le nombre d'unités qui ont été détruites, donc amis ou ennemis, par une unité de démon de Nurgle, et consulter le résultat sur le tableau. Les résultats sont cumulatifs, donc de 0 à 1, aucun effet. 2, on relance les jets de touche de 1 pour les démons de Nurgle amis. Sur toute la table, il n'y a pas de portée, donc c'est même pas une aura, hein, vous pouvez le laisser dans un coin bien caché. Pour 3, augmente de 1 la caractéristique de mouvement. C'est pas mal, parce que comme Nurgle c'est assez lent, voilà. Et 4, augmenter de 1 la caractéristique de force. 5, augmenter de 1 la caractéristique d'endurance. 6, augmenter de 1 la caractéristique d'attaque. Et 7 ou plus, relance les 1 pour l'attitude affreusement résistante des démons de Nurgle. Donc ce qui fait que si vous faites une grosse partie, bon il n'est pas forcément très cher, hein, si vous jouez en point de puissance, ou même si vous jouez en points classiques, après on verra, et ça vous permet, si vous jouez sur une armée populeuse, avec plein de petits démons, justement d'engranger comme ça en fait un petit peu les points, et puis voilà, lui-même pareil il se défend, hein, vous voyez, ACC 2+, force 5, endurance 5, 8 points de vie quand même, ce qui est assez résistant. Voilà. Alors, l'Orticulus, vous savez, l'escargot, donc on va regarder aussi un petit peu quelles sont ses stats. Hein. Donc mouvement 5, c'est ses 2+, donc les persos, hein, ça rigole pas quand même. Hein. Force 5, endurance 6, là aussi c'est pas mal. Point de vie 9, donc c'est assez costaud. Sauvegarde 4+, là on est quand même sur du perso à moins de 10 points de vie, donc non ciblable, qui encaisse quand même plutôt pas mal. Hein. Parce qu'après, il ne faut pas oublier qu'il a l'invulnérable et puis l'insensible, hein, l'affreusement résistant. Alors ensuite, son arme, donc force +1, ça fait force 6, PA-3, dommage D3. Et on peut relancer les jets de blessure ratés. Ça, c'est un petit peu ce qu'on retrouve toujours chez Nurgle. Et puis la gueule acide du Mulch, donc c'est-à-dire c'est l'escargot hein, qui va croquer. Donc force 7, PA-4 et dommage 3. Et les attaques de corps à corps, vous pouvez attaquer avec Mulch, effectuer une attaque additionnelle avec ce profil d'arme. Voilà. Donc une petite attaque bonus. On en vient à regretter que c'est pas l'escargot qui combat tout le temps, parce que son coup de gueule est quand même plus puissant que les attaques de l'Orticulus. Et là où c'est intéressant, c'est justement donc ces petites règles spéciales. Alors, vous pouvez lancer les jets de charge ratés pour les unités de Beast of Nurgle amis à 6 pouces ou moins. Donc là, c'est une aura qui est assez intéressante. Depuis, vous pouvez ajouter 1 au jet de touche effectué pour les unités de Beast of Nurgle. C'est pas mal, parce que les Beasts, elles touchent pas très bien. Ensuite, si l'on ne lui jeter 1d6 pour chaque unité ennemie qui bat en retraite à 1 pouce au moins, sur 4+, elle subit D3 blessures mortelles. Voilà. La mort recèle la vie. Au début de votre tour, si au moins une figurine a été tuée au tour précédent, une figurine démon de Nurgle à 7 pouces ou moins d'Orticulus récupère 1 point de vie perdu. Et 7 pouces, ça fait quand même une aura qui couvre pas mal de zones, hein, quand on voit la taille du socle. Hein. Donc ça fait la taille du socle plus 7 autour, ça vous fait une bonne zone hein, de 16 en moyenne, plus ou moins. Ça commence à faire une bonne zone de bonus. Et puis après, là, ensemencer le jardin de Nurgle, à la fin de votre phase de mouvement, vous pouvez ajouter à votre armée un nouveau féculent Gnarlmaul, Gnarmau. Et en fait, le Gnarmau, vous le verrez plus tard, c'est l'arbre là, en fait, l'arbre de Nurgle qui sort en fait en même temps que le codex. Et qui vous donne en fait, c'est une sorte de buff en fait, une unité de décor en fait qui buff un petit peu vos unités de Nurgle, et placez-le à 3 pouces ou moins d'Orticulus Timus et à plus de 1 de toute autre figurine. Donc autant on se disait qu'on n'allait pas forcément acheter un décor, autant si vous jouez l'Orticulus parce que vous trouvez que c'est une figurine sympa, vous allez être obligé d'acheter ce décor là, ou alors de le convertir à partir des forêts à mon avis. Ça peut être une bonne idée. C'est les forêts games là en plastique avec les arbres, avec des petites cloches qui pendent, un petit peu de pustules, des tentacules, et puis ça fait l'affaire. Alors le masque qui a un petit personnage, mouvement 8, toujours les 2+, force 4, endurance 3, point de vie 4, là aussi c'est vraiment peu. Parce qu'elle par contre elle va pas être très résistante. Donc qu'est-ce qu'elle a comme bonus? Elle frappera toujours en premier. Griffe dentelée, donc force d'utilisateur, force 4, PA-2, dommage 2. Et à chaque jet de blessure de 6, vous avez une PA de -4 au lieu de -2. Bon. Ensuite, là, vous avez un petit bonus. Au début de chaque phase de mouvement, choisissez une unité ennemie à 1 pouce ou moins du masque de Slaanesh. Pour le restant de la phase, ajoutez 1 au jet de touche qui cible l'unité choisie. Donc ça, c'est pas mal, parce que vous allez
buffer l'attaque contre, et puis après, l'adversaire doit soustraire 1 au jet de touche qui cible en phase de combat les unités de démonette à 6 pouces ou moins du mas de Slaanesh. Et bien sûr, elle-même est aussi une démonette, ce qui fait que du coup, elle a un buff en attaque et un buff en défense. C'est voilà, une petite unité de soutien, après ça coûte pas très cher, elle va pas renverser la bataille, mais ces petits bonus qu'elle peut gagner comme ça peut être sympa. Alors Be'lakor, lui, il a, il n'est pas assujetti à un dieu, donc par contre, il n'a pas de buff justement en fonction des dieux du chaos. Alors au niveau des capacités, c'est plutôt pas mal, un mouvement 14 très rapide, c'est 2+, c'était 2+, force 6, endurance 6, point de vie 8, hein, donc là aussi c'est un personnage qui va être inciblable. Attaque 6, commandement 9, sauvegarde 4+, 4+, c'est pas mal aussi hein, pour du démon. Alors, Lame des Ombres, cette épée, force +1, force 7, PA -5, donc là ça rigole pas, et dommage 3 automatique. Donc là il y a quand même moyen de faire des gros trous, hein, dans du Centurion, des choses comme ça, ou dans d'autres persos ennemis, voilà. Parce que, bon, ensuite vous pouvez relancer les jets de sauvegarde ratés, donc ça c'est plutôt pas mal, parce que ça marche sur et la vulnérable et la 4+. Donc c'est aussi un psycheur, il peut manifester 2 pouvoirs psychiques à chaque phase psychique, et tenter d'abjurer un pouvoir. Et là, on le verra plus tard, mais il a sa propre discipline, en fait, de pouvoir du chaos. Donc c'est pour ça que je vous disais que c'était vraiment mis en avant, Be'lakor. Alors je sais pas pourquoi il est si mis en avant. Alors moi, ça me laisse penser, rien n'est fait par hasard, et que du coup, peut-être que c'est un personnage qui va prendre une place plus importante avec la suite. J'imagine la prochaine campagne qui devrait sortir, que j'attends avec impatience pour voir justement l'évolution du fluff. Hein, ça, je vous en ai déjà parlé. Alors là où c'est intéressant, c'est que en tant que prince du chaos, vous pouvez relancer les jets de touche de 1 pour les unités démons amis à 6 pouces ou moins de Be'lakor. C'est-à-dire là, il n'y a pas de... À chaque fois quand vous prenez un autre démon, ça va être que les démons, enfin les unités de cornes ou de Zench, etc. Alors que lui, c'est vraiment l'ensemble des démons. Donc c'est plutôt pas mal. Et puis donc là, si l'autre arme quand même, Serre Maléfique, j'en parle à peine parce que justement, on va toujours préférer utiliser la Lame des Ombres, mais la Serre Maléfique, chaque fois que le porteur combat, il peut effectuer une attaque supplémentaire avec cette arme. Bon. On peut se demander, hormis si c'est pour coller à la figurine, enfin cet ajout de règle est à mon avis très... Ah oui, ça c'est le genre de choses, des fois on se pose des questions, je me dis mais pourquoi rajouter une arme, ça complexifie un petit peu les choses, bon, pourquoi pas. Alors ensuite on va continuer, donc là on n'était que dans les QG, vous voyez. Alors ensuite les unités de base, voilà, je vous laisse regarder un petit peu, je vais pas les commenter, pour pas passer trop de temps encore sur cette vidéo. Les horreurs, vous voyez là, qui vont se séparer, ça c'est ce qu'on vous raconte. Alors bien sûr, si vous jouez en jeu égal, vous devez payer le point pour les horreurs qui vont apparaître, hein. Donc c'est pas gratuit. Alors si je vais en profiter quand même pour vous parler des icônes démoniaques qu'on va retrouver sur à chaque fois les horreurs, les plaques bearers, etc. Donc si vous faites un 1 sur votre jet de Mora, donc non seulement aucune unité n'est retirée, mais en plus vous les rajoutez des 6 figurines. Donc ça vous allez l'avoir à chaque fois, vous voyez, icône démoniaque. Donc ça c'est plutôt sympathique. Les démonettes, évidemment, toujours avec les mêmes capacités, PA de -4 au lieu de P1 quand on fait un 6. Ça c'est typique hein, de Slaanesh, hein, on n'est pas surpris. Alors les Bloodcrusher, grosse unité aussi, qui frappe très fort, surtout avec les Corn Fury Juggernaut. Donc force 5, PA-1, dommage 1. Et après les attaques de corps à corps, enfin, on peut effectuer 3 attaques additionnelles avec ce profil. Et vous avez la règle charge dévastatrice, on ajoute 2 à la force des attaques cornées. Si elle a chargé ce tour-là. Donc évidemment, c'est une unité qui va charger, hein, parce que vous avez le... Enfin, souvent, ça va être vous qui allez choisir quand envoyer vos figurines de corps à corps là-dessus. Donc mouvement de 8, hein, déjà c'est pas mal. Et puis force 5 plus 2, c'est quand même force 7. Force 7, c'est pas mal. Bon voilà, hop. On a l'habitude. Alors là, on a enfin un petit peu de tir avec les flammeurs. Alors leur portée, voilà, portée de 12 pouces, pistolet D6, donc pistolet, hein, vous vous rappelez que ça peut tirer au corps à corps, et surtout, cette arme touche automatiquement ses cibles, donc là c'est plutôt pas mal, heureusement d'ailleurs, parce que si la 7 est pas mal de 3+, mais du coup ça vous assure d'avoir quand même pas mal de tirs. Et puis après, donc du coup, force utilisateur, force 4, ça c'est basique, PA-1, c'est pas mal, donc ça va vous permettre un petit peu d'attaquer un petit peu plus. Après, là où c'est plus intéressant, c'est sur la version exaltée, parce que vous pouvez choisir déjà votre mode de tir, et sur cette version-là, à 18 pouces, lourde 3, c'est force plus 4. Donc comme vous êtes à force 5, ça fait force 9, PA-4, et dommage D3. Donc là, c'est quand même une bonne arme anti-tank, ou enfin anti-gros personnages, ou ce genre de choses. Bon voilà, c'est pas mal. Là, on a un peu de tir qui peut faire la différence. Mais bon, vous voyez que le chaos, enfin les armées de démons, ça va pas être forcément l'armée... vous allez choisir si vous voulez faire du fond de table et puis tirer sur vos amis. Hein.
Donc au niveau des attaques rapides, on retrouve les chiens, les screamers, les drones, puis bien sûr les seekers pour Slanesh. Là, une unité très rapide, hein, mouvement de 14. Par contre, après, bon, faut pas espérer trop faire grand chose, hein, parce que vous avez classé cette 3+, avec juste 2 attaques et surtout la force 3. Vous voyez, comme les armes, c'est force d'utilisateur. Même avec la PA -1 que sur un 6 passe -4. Bon, faut pas espérer forcément faire grand chose, mais plus aller embêter ou alors capturer des objectifs ou ce genre de choses. À mon avis, c'est plus ça l'intérêt. Alors là, enfin aussi un petit peu de soutien, si vous voulez du tir à longue portée, vous avez le canon à crâne, donc portée 48, ça c'est pas mal, lourde D6, CT 3+, très bien, force 8, PA-2, dommage D3, et pas de sauvegarde de couvert. Bon voilà, c'est un petit bonus supplémentaire, mais comme c'est sur une unité, bon, elle est un petit peu mobile, pas trop, manque de peau, c'est une arme lourde, donc ça veut dire que vous n'allez pas forcément avoir envie de bouger avec. Alors il y a de la portée, bon, est-ce que du coup dans une armée de démons on a envie de se poser et tirer? Pourquoi pas? Mais c'est vrai que enfin, moi c'est pareil, ça m'a toujours un petit peu choqué le côté arme de tir pour Khorne, mais bon ils expliquent dans le fleuve que Khorne en fait veut de la destruction, peu importe la manière, on n'est pas obligé forcément d'aller au corps à corps. Et c'est vrai que dans l'imaginaire on a toujours l'impression que Khorne ça veut dire corps à corps, ça veut dire berserker, ça veut dire sanguinaire, etc. Alors ensuite, le chariot, donc là on va retrouver l'arme de tir qui est plutôt pas mal, hein. Vous voyez le feu de Zench. Après la petite surprise du chariot, c'est aussi la morsure de l'emperoi, là vous voyez, après les attaques de corps à corps du chariot. Donc vous pouvez rajouter 6 attaques additionnelles, donc avec force 6 PA-3 et 2 dommages. Donc ça peut créer la surprise, hein, si on s'est pas préparé, et qu'on se dit que c'est juste une unité qui va être là pour tirer, ça peut créer, encore une fois, la surprise. Là, on peut regarder le Soul Grinder, donc le Soul Grinder qui va être un féodé à un dieu, et donc du coup qui va gagner aussi le bonus apporté par son dieu. Affreusement résistant, ça peut être bien. Enfin, ça, c'est en fonction aussi de soit votre affinité fluffique, ou soit de la conversion que vous avez pu réaliser, ce genre de choses. Alors, qu'est-ce qu'on va voir au niveau des armes? On va avoir le canon Harvester, donc portée 48, lourde 3, force 7, PA-1, dommage 3. Donc là aussi, il faut faire attention, parce que si vous avancez, vous allez avoir toujours votre malus au tir, et comme il touche déjà que sur un 4+, on a vite fait on a vite fait de rien faire. Donc bon voilà, soit vous utilisez vraiment le côté statique, soit vous dites c'est pas grave, l'arme c'est que du bonus, et puis je fonce pour utiliser soit les griffes de fer, soit les griffes warp par exemple. Donc force x2, PA-3, dommage D6. Après le nombre d'attaques, vous voyez 5, 3, D3, c'est pas non plus la folie ultime. Donc une unité qui a un peu le cul entre deux chaises, un peu comme les dreads, hein. Comme il y a toujours cette particularité que si vous avez une arme lente, vous pouvez pas bouger et pleinement bénéficier des tirs, déjà qui touchent sur un 4+. Voilà, je pense que c'est un petit peu ça le problème, peut-être on se dit est-ce que j'ai envie de foncer au corps à corps, auquel cas j'ai envie de courir, enfin de faire une avance et de pas utiliser mes tirs, ou alors est-ce que je reste pour tirer, pour avoir un maximum de... Parce que le deuxième tir est pas... Il a les deux armes, hein, vous voyez, donc il a équipé d'une attaque, enfin d'un canon Harvester, un bombardement de flegme, et bombardement de flegme, ça fait 36, lourde D6, force 8, PA-2, dommage 3, hein, donc ça rigole pas non plus. Donc ça fait une bonne plateforme de tir aussi, donc bon voilà, à choisir, on va dire que c'est polyvalent. Et enfin, on termine avec le féculent Gnarlmau, donc cette magnifique figurine. Bon, je sais pas, là au niveau des goûts, c'est vrai que les trois gros, je sais pas comment on peut appeler ça d'ailleurs, c'est vrai que c'est un petit peu grossi en fait, je trouve. À la limite, vous voyez, si on les enlève ou si on les met plus petits, c'est là où je dis justement, vous reprenez ces arbres-là de chez Games, vous rajoutez une cloche par-ci par-là, des petits tubes que vous avez fait avec une paille ou je sais pas, du green stuff, ce genre de choses. Il y a moyen de faire quelque chose qui est pas moche et puis qui va ressembler, qui va être aussi un petit peu plus diversifié. Alors, ces bonus. Jardin pestilent, après avoir placé sous le trait comme un élément de terrain, il ne peut jamais se déplacer. Il ne peut pas être la cible affectée par des attaques ou des aptitudes. Donc ça c'est pas mal, parce que du coup ça vous fait une sorte de chose inaltérable. Donc nuage de mouche, donc tout ce qui est à 7 pouces ou moins, vous allez ajouter 2 au lieu de 1 à leur jet de couvert. Donc il vous rappelle que ça marche pas avec les vulnérables, mais c'est quand même pas mal, hein, parce que ça vous fait un +2 sur votre sauvegarde, pour toutes les unités de Nurgle. Bon, il y a quand même moyen de faire des choses avec, surtout si ça apparaît avec le cultivateur, là, l'horticulus, là.
s'il en pop un par-ci par-là, comme ça lui bénéficie à lui, c'est plutôt cool. Ensuite, au début de votre tour, jetez un D6 pour chaque unité à 3 pouces au moins. Sur 4+, l'unité subit une blessure mortelle, mais sur 6, elle subit D3 blessures mortelles. Et les unités de Nurgle ne sont pas affectées. Donc il faut faire attention, parce que si vous jouez une armée polythéiste, hein, c'est-à-dire avec plusieurs unités de différents dieux, bah, si vous popez un arbre, automatiquement, votre unité n'est pas forcément immunisée. Hein. Ensuite, la cloche de la peste sonne, donc les unités démons de Nurgle à 7 pouces ou moins, au début de leur tour, peuvent tirer et ou charger ce tour, même si elles ont battu en retraite ou avancé. Bon, voilà, un petit bonus. Alors ça va être un peu compliqué à mettre en place, mais ça peut vous aider. Et ensuite, passage dans la domaine de Nurgle, vous pouvez relancer n'importe quel dé utilisé dans le jet d'invocation lorsqu'un personnage du chaos de votre armée se trouve à 7 pouces ou moins d'un arbre, et pour invoquer une unité de démons de Nurgle. Voilà. Donc des petits bonus sont quand même sympas. Moi j'aime bien ces petites unités là qui sont pas forcément là pour faire de la puissance, mais pour faire uniquement du boost en fait. Surtout si on peut les popper ensuite avec l'Horticulus. Je pense qu'ils avaient envie de le vendre, hein, l'Horticulus. Alors ça c'est tous les profils des armes, voilà. Je vous laisse regarder. On avance. Donc on voit un petit peu les figurines. Encore une fois, où est le démon majeur de Slaanesh, hein, on l'attend avec impatience. J'espère qu'il sera réussi. Alors, les privilèges démoniaques, ça c'est le petit bonus. Bon, évidemment, je passe à un Légion démoniaque. Ça c'est comme d'habitude, ça veut dire que vos choix de troupes vont prendre les objectifs de façon prioritaire, mais c'est le cas maintenant dans tous les codex. Hein. Vous savez, il y a eu une fac qui est parue justement pour vous dire que même si vous avez qu'un index, vous gagnez quand même ce bonus. Hein. Alors ce qui est plus intéressant, c'est les privilèges démoniaques. Donc votre personnage va gagner justement une des règles qui est ici. Alors on les regarde en détail. Pour Khorne, vous pouvez relancer les jets de charge pour les unités de démons de Khorne à 6 pouces ou moins d'une figurine amie avec le privilège de la rage. Donc ça c'est pas mal, surtout que les personnages, il y en a beaucoup. Hein. Alors pour Tzeentch, jetez 2 dés au début de chaque phase de combat et défaussez le résultat le plus élevé. Jusqu'à la fin de cette phase, chaque fois que l'adversaire cible une unité de démon de Tzeentch, à 6 pouces ou moins d'une figurine amie avec le privilège tromperie, et obtient un jet de touche qui, après relance, mais avant tout modificateur, correspond au résultat de votre jet de dés, la touche est ratée. Bon, pour simplifier, ça veut dire que vous jetez 2 dés, si vous faites un 4 et un 6, vous enlevez le plus grand, vous enlevez le 6, vous gardez les 4, et ça veut dire que l'adversaire, s'il vous tire dessus, et qu'après il obtient du coup un 4, son tir est raté. Donc c'est... alors ça peut être complètement useless si vous faites 1 et 5, enfin tout ce qui est 1 et 2 par exemple, comme l'adversaire touchera pas sur un 1 et un 2, peu importe. Par contre, si vous faites un gros jet, genre 4 et 5, ou 5 et 6, ou même double 6, ça veut dire que vous annulez tous ces tirs-là. Donc ça peut être pas mal, surtout s'il y a des tirs qui ont des bonus sur des 6. Faudra voir en cas de lequel s'applique en premier, bon, ça on verra dans les facs. Et ensuite, privilège de virulence, donc c'est pour Nurgle. À chaque jet de blessure de 6+, pour une unité de démon de Nurgle, à 6 pouces ou moins d'une figurine avec ce bonus, cette attaque inflige un dégât supplémentaire. Voilà. Ça peut être pas mal, hein, parce que si vous êtes justement avec une grosse unité, comme on le voit là, de porte-peste, hein, je les appelle en français, parce que les noms anglais, j'arrive pas à les mémoriser, du coup, avec quelques petits 6 qui passent par là, ça peut quand même rajouter des bons bonus, puisque ça c'est gratuit, hein, les privilèges démoniaques, donc vous n'allez pas vous en priver. Et ensuite, pour Slaanesh, toutes les unités démons de Slaanesh à 6 pouces ou moins d'une figurine ayant rapidité machin, en phase de charge, peuvent déclarer une charge, même si elles ont avancé durant leur phase de mouvement. Voilà. Donc, si vous voulez aller plus vite au corps à corps, c'est Slaanesh. Si vous voulez taper plus fort, ça va être Khorne, évidemment. Vous protéger avec Tzeentch. Et puis, causer des dommages un peu plus avec Nurgle. Alors, sur les stratagèmes, comme il y en a aussi beaucoup, ce que je vais faire, c'est que je vais vous détailler, en fait, je vais vous détailler les différentes bannières. Donc, les bannières, en fait, c'est quand vous avez un étendard, vous le transformez directement. Donc là, on va lire celui de Khorne. Donc avant la bataille, choisissez une de vos figurines de Khorne avec une icône démoniaque, et on l'améliore en bannière de sang. Et une fois par bataille, juste avant que l'unité du porteur ne déclare une charge, lorsqu'elle est utilisée, l'unité du porteur peut charger de 3d6 au lieu de 2d6. Donc ça vous permet d'assurer une charge sur une grosse unité. On peut le mettre sur l'unité de Juggernaut, hein. Donc ça peut être, à mon avis, une bonne utilisation. Alors ensuite, celle de la peste, donc toujours le même système, hein, je vous lis que la fin. Lorsqu'elle est utilisée, la caractéristique de dégâts de toutes les épées de la peste de l'unité du porteur deviennent 2 jusqu'à la fin de la phase. Donc là, allié au petit bonus qu'on peut avoir vu tout à l'heure, vous avez moyen quand même de causer, avec un petit peu de chance sur des 6,
3 dommages par épée de la peste, si vous faites un 6, ou alors 2 dommages simplement. Donc ce qui peut être très bien contre du Primaris, ou des unités avec beaucoup de points de vie. Ensuite, celui de Tzeentch. Alors, au début, une fois par bataille, au début d'une phase psychique, lorsqu'elle est utilisée, jetez 9 dés pour chaque 6 obtenus. L'unité ennemie visible la plus proche, à 9 pouces ou moins, subit une blessure mortelle. Bon, là, à mon avis, c'est vraiment accessoire. Je suis pas sûr qu'on ait vraiment envie de le faire, parce qu'au pire, vous avez une chance et demie de faire une blessure mortelle. Bon, je préfère garder mon point de commandement pour quelque chose d'un peu plus percutant. Et puis ensuite, celui de Slaanesh. Alors, cette icône est améliorée en étendard, blablabla. Juste avant que l'unité du porteur combatte, lorsqu'elle est utilisée, vous pouvez relancer les jets de touche ratés pour l'unité du porteur jusqu'à la fin de la phase. Et ça, c'est pas mal, parce qu'on a vu que les unités de démonettes, bon, c'était pas forcément... Enfin, elles avaient peut-être besoin de ce genre de petits bonus. Donc voilà, hop, on va passer. Alors, c'est pareil, les traits de seigneur de guerre, comme il y a 4 tableaux, je vous laisse lire, et puis moi, j'en ai choisi un par dieu. Donc pour Khorne, j'ai choisi, enfin moi ce qui me paraissait, enfin si j'avais à choisir, voilà ce que je prendrais. Donc ignorez la douleur, jetez un dé chaque fois que votre seigneur de guerre perd un point de vie. Sur 6, il ne perd pas ce point de vie, et vous pouvez relancer tous les jets de touche et de blessures ratés pour lui jusqu'à la fin de votre prochain tour. Donc avec un petit peu de chance, et puis ça représente bien aussi le côté fluff, il s'enrage. Donc moi, voilà, c'est celui que j'ai choisi. Alors pour Tzeentch, la 6, l'étincelle démoniaque. Donc relancez les jets de blessure de 1 en phase de tir pour les unités démons de Tzeentch, mis à 9 pouces ou moins de votre seigneur de guerre. Sachant que vous avez encore une fois votre soc qui va compter, ça vous fait là vraiment une grosse zone de boost, vous allez relancer tous les 1 pour blesser. Ça, je pense que c'est pas mal. Bon, après, il n'y a pas tant que ça d'unités qui tirent, mais comme toutes les unités de tir sont la plupart du temps des unités de Tzeentch, bon, ça combote plutôt pas mal. Alors, pour Nurgle, pareil, la 6, miasme de pestilence. Jetez un dé pour chaque unité ennemie à 1 pouce ou moins de votre seigneur de guerre. Au début de votre tour, sur 4+, cette unité subit une blessure mortelle. Voilà, ça c'est le genre de petit bonus. Je pense qu'il y a moyen de faire une liste de Nurgle avec beaucoup de petites blessures mortelles qui s'accumulent comme ça. Vous voyez, un petit 4+ par là, un petit arbre par ici, un petit nuage de mouches par là. Et ce qui fait qu'au fur et à mesure, il y a moyen peut-être comme ça d'égrainer et d'emmagasiner pas mal de blessures mortelles. Et ensuite, sur Slaanesh, aura enjôleuse, donc les figurines ennemies soustraient 1 à leur caractéristique d'attaque, jusqu'à un minimum de 1, tant qu'elles sont à 6 pouces ou moins de votre seigneur de guerre. Les véhicules ne sont pas affectés. Donc ça me paraît vraiment très bien, si vous avez justement une unité qui vient vous charger, ou si vous avez envie d'envoyer sur une unité de corps à corps. Souvent, c'est des unités qui ont plusieurs attaques, et elles comptent vraiment sur leur nombre d'attaques. Si toutes les figurines de l'unité, vous leur enlevez une attaque alors que c'était sur 2, c'est comme si vous divisez par 2 directement la puissance de l'unité. Je trouve que c'est vraiment pas mal. Voilà. Alors, dans les artefacts, c'est pareil, il y en a beaucoup, donc je vous en choisis toujours quelques-uns que j'aime bien. La robe impossible, ça c'était marrant. Figurine de Tzeentch uniquement, le porteur de la robe impossible a une sauvegarde invulnérable de 4+, ce qui est pas mal. De plus, une fois par partie, vous pouvez relancer un seul jet de sauvegarde raté. Mais s'il donne 1, le porteur est tué sur le champ. Donc voilà, là on joue bien avec les caprices du destin, ça me plaisait bien. Et puis après, qu'est-ce que j'avais bien aimé aussi, la marque de l'excès, figurine de Slaanesh uniquement, ajouter 1 à la caractéristique d'attaque du porteur. Et ajouter 1 de plus chaque fois que le porteur tue un personnage ou un monstre. Ce qui fait qu'on peut comme ça capitaliser un petit peu. Bon voilà, je pense que ça représentait bien aussi l'esprit de l'armée. Alors c'est vrai que dans les artefacts infernaux, enfin tout ce qu'on trouve à chaque fois dans les reliques, il n'y a pas forcément des trucs forcément très forts, mais il y a souvent beaucoup de choses qui sont en rapport avec le fluff. Voilà. Alors, les pouvoirs psychiques, c'est toujours le même système. Je ne vais pas tout vous lire, donc j'en ai choisi un à chaque fois pour chaque dieu. Et puis on va commencer sans doute par mon préféré, Trahison de Tzeentch. Alors, c'est une valeur de charge de warp de 8. Donc 8, ça peut paraître beaucoup, mais rappelez-vous que sur un personnage comme Kairos qui a un bonus de +2, du coup ça le fait à 6, c'est plus sympa. Alors s'il est manifesté, on choisit un personnage ennemi à 18 pouces ou moins, ce qui est assez grand quand même, et on jette 2d6. Si le résultat est supérieur au commandement du personnage, vous pouvez le traiter comme une figurine amie de votre armée à votre phase de tir, de charge et de combat. Et à la fin de la phase de combat, le personnage redevient une figurine ennemie. C'est plutôt sympa, il y a moyen de faire des bonnes surprises. Vous voyez, ça lié au changelin. Vous voyez, encore une fois, on retrouve le côté j'utilise la force de l'adversaire, parce que c'est quelque chose que j'aime bien, et voilà. Donc voilà pourquoi je prends Trahison de Tzeentch. Alors c'est sûr que ça va pas passer tout le temps, mais comme les commandements sont pas forcément maintenant toujours de 10, enfin ils sont sûrement pas tous de 10, il y a moyen qu'un petit personnage, un petit sergent avec un gantelet,
Ou alors un petit commande ortho, ou je sais pas. Enfin, il y a moyen de faire des bonnes petites surprises. Alors pour Nurgle, j'ai choisi le 3, la pourriture de Nurgle. Alors, charge de ward de 7. S'il est manifesté, on jette 1 des 6 pour chaque unité. À 7 pouces ou moins du Psyker. Sur 4+, unité subit D3 blessures mortelles. Et vous voyez, on revient sur ce que je disais avec l'armée de Nurgle, on peut faire vraiment un thème, on peut créer vraiment comme ça des zones de blessures mortelles. Et là, encore une fois, un 7 pouces autour, 4+, c'est facile à faire. D3 blessures mortelles, ça peut quand même vraiment taquiner les personnages, puisque on peut justement comme ça les cibler. Bon voilà, je trouvais ça encore une fois pas mal. Alors on voit que surtout sur Nurgle, il y a quand même beaucoup de choses qui mettent des blessures mortelles. Et ensuite sur Slaanesh, j'ai aussi pris le 3, Ferveur Hystérique. Donc une valeur de charge ward de 8. S'il est manifesté, choisissez une unité démon de Slaanesh ami à 18 pouces ou moins du Psyker. Et à pouce ou moins d'unité ennemie, l'unité peut combattre comme en phase de combat. Voilà. Donc ça permet justement de vous faire un petit corps à corps pendant la phase psychique, c'est-à-dire avant la phase de tir. On peut peut-être sortir l'unité même du combat pour essayer de recharger peut-être autre chose. Voilà, ça me paraît assez intéressant sur une unité justement qui est bien dopée. Voilà. Alors, et c'est là où on revient à Be'lakor. Be'lakor qui a sa propre discipline du chaos. Donc on va regarder un peu ses 3 pouvoirs en détail. On lui doit bien ça. Donc regard infernal, charge de ward de 5. S'il est manifesté, on choisit une unité ennemie à 18 pouces ou moins et visible de Be'lakor. On jette 3 dés et une blessure mortelle pour chaque jet de 4+. Bon ben voilà, c'est toujours une sorte de dérivé du Smith. Ensuite, maléfice fatal, valeur en charge de 8. S'il est manifesté, choisissez une unité ennemie à 12 pouces ou moins et visible de Be'lakor jusqu'au début de votre prochaine phase. Cette unité est privée de sauvegarde invulnérable. Ça, il y a moyen aussi de faire des surprises. Si justement si vous jouez justement contre une autre unité de démoniaque, une autre armée démoniaque, quand on enlève les sauvegardes invulnérables aux démons, ça peut commencer à faire du boulot. Et ensuite, le don du chaos. Donc charge ward de 6, s'il est manifesté, choisissez une fionnée à 6 pouces ou moins, on jette 1 des 6, si le résultat est supérieur à la caractéristique d'endurance, son unité subit D3 plus 3 blessures mortelles, et si un personnage est tué par ce pouvoir, on peut ajouter de nouveau un Chaos Spawn, donc vous savez c'est justement ce qu'on va voir ici. Donc Chaos Spawn, on vous dit que si vous jouez en jeu égal, il faut bien sûr payer son coût, il ne va pas être gratuit, il ne va pas apparaître comme ça. Et ensuite, donc mouvement 7, CC 4+, force 5, endurance 5, 4 points de vie, voilà. D6 attaques, donc ça va être la surprise. Et puis justement, force utilisateur, force 5, PA-2, dommage 2, donc c'est quand même pas mal. Et il a une mutation, donc à chaque fois que vous allez faire un corps à corps, sur un 1, vous gagnez PA de -4, donc c'est pas mal. Sur du 2, on ajoute 2 à ses caractéristiques d'attaque, ce qui est bien aussi, ça fait D6 plus 2. Et sur un 3, on peut relancer les jets de blessures ratés. Bon, comme là on a déjà une force 5, c'est peut-être plus intéressant d'avoir justement 2 attaques. Après on choisit pas, mais du coup ça peut être sympa. Hein. Vous voyez, vous lancez le pouvoir, vous dégommez le personnage ennemi, en plus vous faites apparaître une Chaos Spawn, l'adversaire doit s'en occuper. Voilà. A noter que le Chaos Spawn, il n'a pas de sauvegarde invulnérable, lui, hein, donc du coup il a juste son endurance de 5, c'est 4 points de vie et une sauvegarde à 5+. Hein. Alors les valeurs en points, pour terminer, ça vous savez, je ne le détaille pas, d'autres s'en occupent encore une fois, donc voilà. Et puis les objectifs techniques, c'est pareil. Donc le bilan de ce codex, bon moi les démons c'est pas forcément ce qui m'attire le plus, mais bon c'est sympa, je trouve que la mise en page déjà visuellement c'est pas mal, après peut-être revoir un petit peu la relecture, parce qu'il y a quand même pas mal de petites coquilles, et puis après au niveau de la thématique, j'étais un petit peu déçu que le fluff avance pas un peu plus, que c'est quand même la cicatrice maledictum, les démons c'est quand même ce qui est mis en avant, hormis justement la bataille sur Agralam, je crois, le nom de la zone créée exprès par les dieux pour s'entre-déchirer. Je trouvais que c'était un petit peu léger sur le fluff, voilà. Bon, ouais, vous le sentez, hein, les démons c'est pas ce qui me fait le plus kiffer, mais bon, malgré tout, voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Je m'excuse pour les petits bruits qui a pu avoir des enfants, mais j'ai pas pu faire autrement. Et puis c'était un petit peu décousu, mais c'est pareil, j'ai pas pu faire autrement. Voilà, je vous redis à bientôt, à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Merci à tous ceux qui ont liké le rapport de bataille des 1000 abonnés, parce que c'était vraiment super. Ceux qui ont commenté aussi, c'était vraiment super. Je suis très content que tous ces efforts aient été récompensés par vous. Et puis, encore une fois, je vous dis à bientôt et bonne soirée.